Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ces 4 livres. Ce ne sont pas des livres du même auteur, il y en a 3 qui sont du même auteur, donc de Fabrice Midal, et le dernier, donc Jacques Salomé. C'est un livre, Le courage d'être soi, je ne connais pas encore cet auteur, je l'ai découvert, je vais vous en parler de ce livre. Je ne connaissais pas, maintenant je le connais. Et celui-ci, je le connaissais déjà grâce à ce livre-là, Fabrice Midal, donc Foutez-vous la paix et commencez à vivre, chez Flammarion. J'ai déjà lu ce livre, je ne sais pas si je vous ai laissé un avis. Si je vous ai laissé un avis, je peux vous le laisser quelque part dans le petit i. Si je ne l'ai pas laissé, je vais peut-être en parler encore dans cette vidéo. Je ne sais pas si je pense... moi, je pense... Je les reloue, donc si la vidéo n'est pas très longue, et ben, j'en parlerai aussi dans celle-ci. Et puis ces 2 livres également, donc Comment rester serein quand tout s'effondre, et puis Suis-je hypersensible, pareil, aux éditions Flammarion, du même auteur, donc Fabrice Midal. J'ai adoré ces bouquins et je vais vous en parler tout de suite aujourd'hui. Et aussi une petite chose, s'il y a parmi vous les gens qui sont intéressés par les tutoriels tricot, crochet, couture, sachez que je tricote également. Le pull que je porte, bah, c'est celui que j'ai tricoté. Vous pouvez aller le voir, un tutoriel sur ma chaîne Cat Sitter Tricote. Je mettrai également ici une petite image de comment se présente la chaîne et peut-être une petite pub de ma chaîne. Ça vous donnera peut-être quelques idées de ce que je fais de mes mains et comment je vous le présente. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Donc on va commencer. Bonjour à tous, je pense que vous reconnaissez ceci. C'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo peut-être pas très habituelle pour vous, mais bon, je voudrais vous la présenter quand même. En fait, on fait des encombrants et j'en parle souvent sur ma chaîne Vita Beauté, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir directement dans mon playlist qui s'appelle Vintage Encombrant, il me semble, ça s'appelle comme ça. En tout cas, c'est sur Vintage, ou Vintage Recyclage, un truc comme ça. Sur ma chaîne Vita Beauté et vous allez voir tout ce qu'on trouve. Franchement, ce sont des vidéos très intéressantes qui plaisent au grand nombre de mes abonnés et non abonnés. Par derrière et le tricoter comme ceci. Ou bien par devant. On attrape le tréfil, on le sort par devant et voilà, vous avez fait votre maille. Puis il y a aussi des mailles à l'envers qui se tricotent comme ceci. Vous devez poser votre fil devant, c'est un gros tronc, un petit brin qui pourront vous intéresser. Donc là, vous pouvez voir ce qu'on vient de tricoter, des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers. Voilà. Je vous remercie à tous et à tous de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Faire un petit tour. Donc on va commencer par parler de ces bouquins super sympas et super bienveillants. Donc je souhaiterais tout d'abord vous parler de ce livre de Fabrice Midal, Comment rester serein quand tout s'effondre, aux éditions Flammarion, Versilieu. C'est un papier un petit peu rêche, avec l'écriture assez... aéré, j'ai envie de dire, c'est aéré dans le sens, pas vraiment aéré, non, fluide plutôt, je vous aurais dit. Parce que moi, je l'ai lu en 2 heures, 2 voire 3 heures, c'était très rapide, pour moi en tout cas, parce que je ne suis pas une... je ne lis pas très vite. Hein. Ce livre, il contient 155 pages, sachant que les 2 dernières pages, même pas, oui, 2 dernières pages, c'est plutôt les remerciements et la bibliographie. C'est un livre très sympathique, donc ici je vous l'ai présenté déjà une fois quand j'étais passée à la librairie, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, donc je l'ai lu. Je pense que ce genre de livre, il faut les lire en fait quand vous êtes en état qui vous demande de lire ce genre de lecture ou d'aller voir un psy, ou enfin voilà, quand vous êtes dans un état de fébrilité extrême ou bien dans la négativité, pas dans la dépression, j'irai pas jusque là, mais dans quelque chose de pessimistique, enfin
Ça vous remonte le moral, c'est tellement fluide, ce n'est pas du tout offensant, c'est assez bienveillant, c'est chouette, c'est quelqu'un de très serein, j'ai l'impression, parce que j'ai regardé un petit peu ses vidéos sur Instagram et j'ai apprécié. Vraiment une personne très agréable à écouter et puis à lire, hein, honnêtement. Donc je vous conseille vraiment. Et puis j'adore cette couverture toute douce, hein, on dirait un velours. J'adore cette couleur un peu violet, entre violet et bleu électrique, avec cette avec cette écriture en blanc et en jaune qui vous donne tout de suite la pêche, le bleu qui vous apaise. C'est déjà, tout est dit déjà dans cette présentation et je trouve que ça c'est plutôt bien. Et puis ce qui est bien aussi, vous avez voilà, la présentation des chapitres assez claire et nette, rien de compliqué, vous savez tout de suite de quoi ça va parler. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a un fil qui est suivi dans chaque chapitre. Même si vous avez par exemple terminé de lire le chapitre sur la peur, ça va en continu, ça impacte un petit peu sur l'autre chapitre. Et ça finit de parler de la peur, mais en même temps, ça commence à parler d'un autre sujet. Tout le long du livre, j'étais en train de sourire. Franchement, ça m'a tellement apaisé, ça m'a plu, j'ai adoré. Donc j'ai pris quelques notes, par exemple, au chapitre 5, c'était super sympa ce que j'ai lu. Alors, page 56 et 57, donc je vais vous donner quelques références qui m'ont touchée peut-être. Imaginez la peur. Ah oui, voilà, ce qui m'a plu ici, c'était ici. Alors attendez. Par exemple, ça parle de la peur, justement, comme j'ai entamé ce sujet. Voici. De quoi as-tu peur? Donc, vous pouvez identifier la peur. Ce que j'aime ici, il vous dit, et vous, quel est le nom de votre peur? Et vous savez, au fur et à mesure de cette lecture, j'ai commencé à m'imaginer quel nom je pourrais donner à la peur que j'ai en moi. Et puis ensuite, il vous pose d'autres questions. Prenez un moment et essayez de sentir où elle se terre physiquement, au niveau de votre corps. Est-elle dans votre cœur, dans votre poitrine, dans votre gorge? Moi, elle était dans ma tête. Toutes nos émotions ont une place dans notre corps. En l'ignorant, nous figeons la peur dans notre tête, mais c'est exactement ce qui se passe dans ma tête. En haut, comme une étiquette, et elle nous dirige, nous donne des ordres que nous exécutons servilement, aveuglement. Donc, vous voyez, ce qui était sympa, c'est que, en fait, il vous a donné en quelque sorte un petit exercice. Et moi, j'ai imaginé ma peur comme une boule rouge parce qu'il fallait lui donner la forme. Par exemple, là, il vous dit, si cette peur, cette difficulté avait une couleur, quelle serait-elle? Moi, j'ai donné la couleur rouge. Si elle avait une forme, serait-elle géométrique, simple, bizarroïde, avec des angles et des aigus? Vous voyez, ma peur, elle serait ronde, rebondissante, et pas molle, mais enfin un peu, vous savez, sorte de pâte à modeler, un peu le type de boule anti-stress, vous voyez, quelque chose d'un peu comme ça, que je pourrais serrer à chaque fois et la lâcher, pour relâcher cette peur et dire que non, tu m'auras pas en fait. Vous voyez, tout de suite, j'avais ces idées-là dans la tête. Ce qui était drôle, hein. Franchement, si elle avait une texture, serait-elle dure comme du métal ou bien filante comme du sable? Vous voyez, la mienne, elle est pas filante, elle est plutôt figée, mais assez molle, un peu dégueulasse, j'ai envie de vous dire, mais voilà, que j'ai envie d'écraser. Donc, il ne s'agit pas de réussir cet exercice, ni de s'obliger à répondre à toutes les questions, mais tout simplement de ressentir avec son corps ce qui se passe et que l'on ne voulait surtout pas sentir. Voilà. Donc, le corps en est la clé, aussi étrange que cela puisse sembler, celui qui va nous libérer. Donc, je ne vais pas vous tout lire après la fin. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, en creusant, je comprends que je n'ai pas peur, je suis en colère. Ou bien je suis frustrée, ou bien je suis inquiet de ne pas être à la hauteur. Je vais partir à la rencontre de ce que je ressens vraiment. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Tout de suite, je me dis, tout de suite, je l'ai désigné comme quelque chose de rond, un peu pas très agréable au toucher, un peu chaud, rouge. Et en fait, c'est pas la peur, c'est de la colère. Mais tout à fait, vous voyez. En plus, je lui ai donné la couleur rouge. Moi, la couleur qui m'apaise, c'est plutôt du bleu. J'ai donné la couleur comme ça, c'est pas vraiment rouge, c'est un peu bordeaux, un peu moche. Enfin, voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, ce qui était aussi, après, je vais vous donner, il y en a d'autres exemples. Donc, ce livre, il est plein de bienveillance, de
calme, de beaux exemples dans les courtes histoires de vie des gens lambda ou bien des gens connus ou bien des dessins animés, pas dessins animés mais des contes par exemple de Grimm et de Perrault dont il s'est inspiré comme il écrit derrière dans ce livre, là, dans la bibliographie, dans les remerciements. Il s'est inspiré aussi de pas mal de bouquins qui sont cités justement à la fin de ce livre. Donc le livre nous aide à affronter la peur, regarder en face la réalité, vivre et ne pas se cacher derrière la peur ni la culpabilité. Il nous aide à travailler nos faiblesses et d'en faire notre force, transformer le négatif en positif. Le négatif n'est pas une porte fermée, mais une porte à ouvrir. C'est selon son chapitre qui s'appelle comme ça. Et donc à la page 83, j'ai aussi aimé quelques mots. Bon, j'aime pas mettre les annotations dans les livres puisque j'aime bien les garder, j'aime bien qu'ils soient un peu intouchables. Vous voyez, on ne voit même pas que je les loue, mais je les loue parce que j'ai tellement de respect envers les livres. Bon, après, il y a des livres, comme vous savez, par exemple, le Code de la route. Bon, c'est vraiment pour moi, c'est plutôt un manuel d'utilisation. Donc là, je peux me lâcher un peu et passer avec le feutre le surligneur. Sinon... je ne le ferai pas dans un livre classique, ça sera plutôt des cahiers d'exercices, etc., des manuels, méthodes, mais pas ça, là, je voudrais vraiment pas le gâcher, j'aime tellement. Donc ici, on a, à la page 83, j'ai marqué ce petit paragraphe que j'ai adoré, donc « Osons, la mer est froide et nous restons sur le bord des orteils écorquevillés. Prenons le risque de confronter ce négatif et de plonger. L'eau nous paraît très vite si bonne que nous ne comprenons pas pourquoi nous en avions peur. Pour quelle raison nous étions paralysés? Et si elle avait d'emblée été très chaude, est-ce que nous éprouverions le même plaisir à y nager? La vraie joie ne vient que dans la victoire sur nos croyances, sur nos peurs, sur nos a priori, sur ce négatif qui nous terrorise et contre lequel nous aspirons à nous prémunir de toutes les façons possibles. C'est oublier que sans lui, nous sommes privés de nos capacités. C'est vraiment des paroles qui vont droit dans votre cerveau. C'est génial. Il nous aide à avancer, à rebondir s'il faut. Et même si l'on réussit pas quelque chose, c'est d'être satisfait au moins des petites victoires que vous avez accomplies pour avoir ce que vous désirez, mais néanmoins que vous avez fait des petits pas pour y aller, mais même si vous n'avez pas réussi, vous avez quand même abordé le sujet, vous avez quand même réussi à y aller, à faire quelque chose. C'est ça qui compte, c'est ça qui vous porte, qui vous transmet en fait, et que vous devez porter dans votre tête, que tout n'est pas négatif dans la vie. Ça franchement c'est un cri pour moi en fait. Et je suis sûre qu'il y en a plein comme moi. Donc ça, c'est vraiment un livre. Ça coûte moins cher d'acheter un bouquin comme ça que d'aller tout le temps chez un psy. Bon, je ne vous décommande pas d'aller chez des psys, c'est peut-être pas mal non plus. Mais moi, par exemple, j'ai pas de psy à côté, j'en ai aucun qui peut me prendre parce que chaque fois, ils veulent que des patients qui connaissent déjà. Moi, ça m'angoisse au bout d'un moment quand tu as envie de parler avec quelqu'un et tu n'as pas envie de charger la tête de tes amis à chaque fois et de ta famille. Eh ben, écoutez, au moins ici, vous êtes... Vous ne parlez pas, mais vous, en quelque sorte, vous lisez, vous buvez les paroles, vous écoutez, on peut dire, la voix qui est en vous, qui est en train de lire ce livre et qui est en train de graver dans votre tête que vous devez d'être heureux et positif. Ce sont des choses que vous devez absolument, parce que c'est grâce à ça que notre santé est en bonne forme, en bon état. Sinon, on se gâche nous-mêmes par nos terribles pensées psychologiques là, qui nous pèsent. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai encore marqué? Au chapitre 9, parier sur la vie. J'ai beaucoup aimé. Donc, il est là. Les phrases sont simples, compréhensibles, vous n'avez pas de vocabulaire. Bon, il y a des mots que pour moi, ils sont peut-être pas très connus parce que c'est pas ma langue maternelle, mais il n'y a pas des mots enfin, de la médecine, vous voyez, scientifique, enfin, c'est assez abordable pour n'importe qui. Donc, l'espoir qui me portera, j'ai beaucoup aimé, où est-ce que j'ai lu ça? Alors, l'espoir qui me portera va nourrir mon allant, mon enthousiasme. Il va me donner envie de m'engager, de donner le meilleur de moi-même. Il sera l'antidote au découragement. Et ça a été dit à la page 94 ici.
il y avait un exemple de l'arbre que j'ai beaucoup aimé. Interpellé par un homme qui est... Donc, j'ai fait mienne une belle réplique attribuée à Luther, interpellé par un homme qui lui demande ce qu'il ferait si la fin du monde était pour demain. Il lui répond « Je planterai quand même un pommier ». Évidemment, la première réaction qui nous vient dictée par la pure logique est « À quoi bon? C'est stupide puisqu'il n'en verra pas les fruits ». Donc lui, Luther, lui, joue la carte du parti sur la vie. Vous voyez, déjà, une carte qui par définition intègre l'incertitude et ouvre ainsi tout le champ de possibles, quoi qu'il se passe aujourd'hui, et continue d'espérer pour lendemain, pour demain, et de construire pour l'avenir. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est bon. Et c'est ici aussi, pareil, à la page 96, qu'il nous dit nos vies, elles aussi, ne sont faites que d'imprévus et d'inattendus, des rencontres inespérées, des événements que l'on attribue au hasard ou à la chance. En me levant aujourd'hui, je ne sais pas ce que me réserve la journée. C'est une source infinie d'espoir. Donc fais ce que tu dois, advienne qui pourra. C'est pas mal ça. C'est pareil, moi j'ai un exemple de ma vie aussi, par exemple quand il y a très longtemps avec mon ex-copain, on avait acheté des verres chez Ikea et on ne savait pas quel verre choisir et au final, bon, on avait un peu la famille comme on dit à l'italienne, donc on aimait bien casser la vaisselle quand on s'énervait et moi ce qui se passait, je dis bah écoute, on prend n'importe lesquels verres, de toute façon ça sera cassé. Vous voyez en fait, moi, ces verres jusqu'à aujourd'hui encore, ils sont toujours pas cassés. Hein. Et voilà, en fait, c'est un exemple tout bête, c'est que on se programme nous-mêmes ce qui sera, alors qu'il sera pas comme ça. Les verres sont toujours là. Hein. Et donc, c'est pas sûr que demain, vous allez vous dire que oh là là, demain, j'aurai pas le travail que je suis en train de chercher, alors que c'est tout faux. Peut-être que vous serez embauché. Donc partir avec une pensée négative, ça fait comme ça enclenche quelque chose de négatif en vous et du coup ça vous empêche de vivre et d'avancer. C'est ça ce qui veut dire en fait. Il faut positiver. C'est sûr qu'il faut pas tout le temps être en train de, je sais pas moi, je pense qu'il faut pas tout le temps non plus fermer les yeux sur tout et être positif sur tout et ne pas se rendre compte des choses réelles. Mais il faut être minimum optimiste en fait. Il faut pas trop vous casser la tête par des choses, par des scies. Avec les scies, on en coupe du bois, comme on dit. Hein. Donc oui, vivez. Voilà, c'est ce que j'ai apprécié énormément dans ce livre. J'espère que je l'ai bien compris, que je l'ai bien interprété. En tout cas, ça m'a fait un bien fou et j'espère que ça vous le fera pareil. En tout cas, ça fera rien de mal, même si ça vous fait rien, bah, ça vous fera une bonne lecture. C'est toujours bien pour le cerveau, pour le vocabulaire. Donc, la seule chose à quoi je vous incite, c'est de lire. Lire, ça vous permet de vous évader, ça vous permet de positiver si ça consiste cette lecture-là. Ça vous permet d'acquérir plus de vocabulaire et de vous exprimer de mieux en mieux. Ça vous permet de articuler si vous lisez à voix haute. Bah ça vous permet de plein de choses, hein, à vous ouvrir au monde, à connaître le monde. Enfin bon, j'adore. Donc j'adore. Oui, là je suis emballée et je vais continuer mes lectures et je vais vous en parler dans toutes mes vidéos qui concernent les lectures. Bon, on attend le prochain. Et on va passer donc au prochain qui pour moi sera celui-ci. Donc je vais vous parler de Suis-je hypersensible? Enquête sur un pouvoir méconnu, pareil de Fabrice Midal. Alors ce livre il est un petit peu plus philosophique que le précédent. Donc l'auteur découvre sa hypersensibilité, il en parle. Quelques phrases de ce livre. Mais si tu ne fais rien de ton hypersensibilité, tu iras à la catastrophe. Transforme-la en cadeau. Par exemple, je vais faire des références à certaines pages qui m'ont marqué. La page 27, qui est complètement vraie pour moi. Là où d'autres s'adaptent à la norme sans se poser de questions, je dois rester dans le contrôle, pour ne pas surréagir, pour faire semblant de m'amuser, pour résoudre des problèmes dits logiques, mais qui me sont hermétiques tels qu'ils sont présentés, pour obéir, pour m'ennuyer sans broncher, pour me conformer, pour être moins idéaliste, moins exigeant.
Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis à la fin de c'est ce qui concerne le chapitre test. Et à la fin de chaque chapitre, on va retrouver un petit encadré avec quelques conseils, enfin ce qu'il faut retenir de ce que vous avez lu. Et puis une petit exercice conseil, quelque sorte, qui vous aide un petit peu avec votre hypersensibilité. Et puis ce petit encadré, il vous résume en gros le chapitre lu. J'ai beaucoup aimé le chapitre sur Faux Self aussi, où il parle de la carapace que l'hypersensible se construit pour être moins vulnérable et qui devient son armure finalement difficile à porter. Vous voyez, c'est vraiment c'est contradictoire, hein. On se forge en quelque sorte cette carapace, mais qui finalement nous finit par des fois nous briser ou bien finit par nous peser beaucoup trop lourd pour nos épaules. Et donc on est piégé par ce faux self, les peurs, les émotions, vraiment à lire en détail absolument ce chapitre. Et puis aussi il y a la page 61, écorché vif. Je suis désolée, c'est peut-être un petit peu décousu, mais c'est parce que je le notais au fur et à mesure. Et après bon, je peux pas tout dire à ce qui est non plus écrit. Ce qui est écrit non plus. Donc je suis longtemps restée. Alors attendez, c'était... Voilà. Aussi totalement vrai ce que j'ai trouvé. Je suis longtemps restée un être sans bouclier, un écorché vif, sur qui le moindre incident avait un impact frontal, capable de ressentir une jubilation intense, une montée d'adrénaline devant un mot, d'être bouleversé affectivement, cognitivement, sensiblement, émotionnellement par une idée. Adulte, j'ai cru me construire une seconde peau à défaut d'une carapace. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc au début du XXe siècle aussi, il parle dans ce livre, l'hypersensible était appelé nerveux, celui ou celle qui a les nerfs à fleur de peau. Bien avant d'être appelé nerveux, et jusqu'au XVIIIe siècle, les hypersensibles furent nommés mélancoliques. Ça, on parle de ça à la page 65. Voilà, vous voyez, ce mot n'est évidemment pas mélancolique, ce mot n'est évidemment pas à prendre dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, où nous l'associons à la tristesse, à la déprime, voire à la dépression. Il était entendu en référence à la théorie grecque des 4 humeurs, qui a été la base de la médecine antique. Chaque humeur ayant ses propres maladies et ses thérapies associées. Et c'est vrai que l'hypersensible a beaucoup d'humeurs. En tout cas, moi je parle de moi essentiellement. Et c'est vrai que j'ai les humeurs qui changent vite. En fait, j'ai pas de milieu. Soit tout va bien, soit tout va mal. Soit je suis contente, heureuse, soit je suis malheureuse. Enfin bon, c'est comme ça saute tout le temps. Donc sensible et émotif, parfois extrêmement susceptible, à la fois minutieux et compatissant, à certains moments inhibé, à d'autres faisant montre d'une extrême excitation. C'est tout à fait ça le hypersensible. Dans le chapitre 11, à la page 97, par exemple, je pense trop, je voudrais acheter aussi un livre d'un autre auteur, je pense trop, je sais plus comment il s'appelle, mais ça me donne envie. Il y a un petit ange sur la couverture, si j'y pense je mettrai un lien, enfin pas un lien, mais je mettrai peut-être même un lien en barre d'infos, où je mettrai le nom de ce livre ici à un petit i, donc vous allez voir, pas un petit i dans la vidéo, je vous l'intégrerai le nom. Donc chapitre à la page 97, c'est-à-dire que ici ce qui m'a marqué c'est mais que se passe-t-il donc dans la tête des hypersensibles? Là où d'autres sont capables de se concentrer sur une seule idée et de la creuser, ils en sont déjà à la 10e qui contredit souvent la première. Sinon la fête oubliée réveille de nouvelles pensées, d'autres envies ou d'autres ruminations. Ce chaos est souvent épuisant, on aimerait faire silence, mais chaque mot, chaque geste, chaque réaction, chaque choix, chaque interrogation sont une nouvelle possibilité, un nouvel abîme, une nouvelle occasion de penser davantage, sans aucune restriction. Le fonctionnement de l'esprit hypersensible est singulier, c'est la pensée des mille et une nuits, où chaque histoire racontée par Scheherazade est associée à la suivante.
qui part pourtant dans une autre direction, dans un autre univers et dans un ordre qui défie les règles et la logique de la logique ordinaire pour témoigner du bouillonnement d'une énergie créative inépuisable. Vous voyez, moi j'ai pensé que c'était purement artistique, mais en fait, c'est étant hypersensible et en plus quelqu'un de créatif et artistique comme je suis, et ben les pensées ne s'arrêtent jamais. Donc des fois je suis obligée de prendre des cachets pour dormir, sinon je n'arrive pas à dormir avec trop de pensées qui se bagarrent entre elles. Et puis ici aussi, ce qui était pas mal, c'est ce chapitre-là, enfin ce petit paragraphe: systématiser, il est desséchant, exagéré, l'esprit des mille et une nuits comporte lui aussi des risques. Le principal étant de se perdre en route, de tourner en rond et de ruminer, puis d'abandonner. Ni par paresse, ni par procrastination, mais par submersion. Tant qu'il ne connaît pas son mode d'emploi, l'hypersensible perd ses moyens, toujours enthousiaste mais incapable de mener ses multiples tâches à leur terme. Quand il se répète, ce scénario se traduit en anxiété, en fatigue, en inquiétude et conduit sur le long terme à une fragilité douloureuse. Complètement vrai. Donc c'est à la fois notre force et notre point faible. Nous pensons dans tous les sens, mais nous voulons donner du sens à chaque pensée, comprendre le chaos dans notre esprit et de manière plus générale ce qu'il nous arrive. Je me reconnais tellement dans ce livre. Donc, ne pas être débordé par les tâches à faire ou les pensées invasives, il faut noter, cela soulage l'esprit. Ne pas faire trop longue liste non plus. Moi, je note souvent ce qui me passe par la tête, grosso modo, tout ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de retenir, à ne pas oublier. Même des fois dans la nuit, je peux me réveiller et noter dans le téléphone. C'est vraiment, c'est obsédant. J'ai beaucoup de carnets d'ailleurs à ce sujet. Alors à la page 140, on va voir aussi quelque chose qui m'a touchée forcément. Ah oui, c'était l'histoire de l'hirondelle, c'était super sympa. J'étais enfant quand ma grand-mère m'a initié à la merveilleuse légende de la première hirondelle, qui alors qu'elle venait de prendre son envol fut rattrapée par un dragon d'eau vert, invisible à l'œil nu. Astucieuse et véloce, elle réussit à lui échapper, mais l'une des plumes de sa queue resta prisonnière du dragon. Depuis, m'expliqua ma grand-mère, on reconnaît les hirondelles à la plume qui manque au milieu de leur queue. C'est très marrant, j'adore cette histoire, surtout que j'adore les hirondelles, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et aussi ici, donc l'hypersensibilité étant... Ah oui, le monde est enchanté, mais c'est à toi de le réenchanter tous les jours, à chaque moment. C'est ainsi que tu sortiras de l'enfermement. Tu as reçu le don de l'hypersensibilité, tu en es responsable, ne le néglige pas. Vraiment, c'est très très bien dit. Donc dans ce livre, il y a un peu plus de philosophie, on le voit dans quelques chapitres, mais il est temps aussi bienveillant que le précédent, hein, mais c'est juste que quelques chapitres, bon, pour moi c'était un petit peu long la philosophie. Ensuite j'avais noté aussi chapitre sur la normalité, tel mot vrai, sur la page 148. Il faut absolument le lire, hein, parce que là, je ne vais pas vous tout lire. Donc aujourd'hui, tout devient normé, nos choix, nos sensations, notre apparence, notre taille, notre poids, notre cursus, l'âge auquel un enfant doit apprendre à parler ou à lire, jusqu'à la fréquence de nos rapports sexuels exponentielle, la norme est la nouvelle mesure de toute réalité. Elle nous écrase dans notre individualité et notre singularité, et son poids est d'autant plus lourd que malgré tous nos efforts de normativité, nous ne correspondons jamais en tout point à la norme. Voilà, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, en fait, on vous explique le monde, comment il est aujourd'hui, et puis en général. Je sens que cette vidéo, elle va être extrêmement longue. Ensuite, chapitre 20 sur le silence, 177 et 178 aussi, qu'est-ce que j'y ai marqué? Donc écoutez le bruit de la vie, comme tous les hypersensibles, j'ai besoin de silence pour me ressourcer. J'ai l'impression d'être agressée par le brouhaha, par les bruits de fond, par les sons inutiles, par les bavardages. Je n'aime pas les grands tablés, je leur préfère les repas plus intimes. Je suis incapable de me concentrer quand il y a trop de personnes qui s'agitent autour de moi, ou alors je ne me concentre plus que sur ce brouhaha ambiant qui me rend fou. J'ai besoin du silence. C'est tout à fait moi. Et puis aussi chapitre sur le burn-out. Donc au contraire,
un hypersensible a une résistance supérieure à la moyenne et c'est justement là que réside le piège. Il veut toujours faire mieux, plus donner du sens à chaque tâche. Il pousse ses limites et a du mal à être respecté pour cela. Le stress qui évoque la culpabilité, quand burn-out, stress est devenu un mot valise, peut-être commode mais certainement maléfique. Vous voyez, c'est ça aussi qui vous apprend à définir, à en fait définir le souci qui est en vous et ne pas tout le temps dire je suis stressé. On peut être stressé parce qu'on est fatigué, on peut être stressé parce qu'on est malade ou parce qu'on a trop de pensées, on a des inquiétudes. Donc il faut plutôt dire, employer des mots comme je suis un petit peu inquiet, je suis un petit peu fatigué, enfin vous voyez des choses comme ça. Mais à chaque fois de vous mettant ces blocs de stress, vous devenez stressé quoi. Enfin voilà, donc il faut définir le problème tel qu'il est et non pas appeler tout le stress. Page 203. Ici j'avais vu ne te sens pas coupable si l'on te dit que tu es stressé. Tu n'es pas en faute. Pourquoi le serais-tu? Parce que tu prends les choses à cœur, parce que tu essaies d'agir du mieux possible. Tu es hypersensible et t'investir pleinement dans chaque tâche et ta force. Je peux le dire autrement. Quand on s'en fiche, on n'est pas stressé, on n'est pas mobilisé. Ce que l'on appelle stress est le visage de l'exigence, de l'engagement, de la volonté d'accomplir les choses sérieusement. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très très bien dit. Et puis après, vous avez un exercice qui va avec, qui est super sympa à faire. Donc par exemple, on le prononce comme on respire. Je suis stressé. Je t'invite à bannir ce mot de ton vocabulaire et à le remplacer par ce que tu ressens vraiment. Ose le dire. Tu es fatigué, tu es blessé, tu es nerveux, tu es angoissé. En identifiant cette réalité, tu es déjà libéré. Tu l'as reconnu, tu lui as donné le droit d'être, non pas stressé. Parler de l'amour, c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Ça, c'était très sympathique au chapitre 25, amoureux. Donc, il était tellement agréable à lire que le sourire restait aux lèvres jusqu'à la fin de cette lecture. J'étais tellement bien et on dirait sous hypnose quand je lisais ce chapitre. Et cet état d'être amoureux, amoureuse vous donne des ailes et vous ne pensez à rien d'autre qu'à l'amour. C'est très plaisant, c'est très apaisant. Avec ces 4 merveilles d'amour présentées dans ce chapitre, donc tu as un atout, tu sais accéder facilement au bonheur. Et les 4 merveilles, c'était tu te sens pleinement vivant, tu as un lien à tout. Ton cœur chante, le bonheur de pleurer. Donc vraiment, c'est un peu poétique aussi, c'est très sympa à lire. Donc tout le long de cette lecture, on éprouve le bonheur, l'apaisement, la bienveillance, les bons conseils qui vont droit au cœur, au cerveau. Il nous oblige à réfléchir si tout ce qu'on fait est bon pour nous en tant qu'hypersensible ou bien il faut agir autrement pour préserver notre bien-être psychologique. Et aussi, moi je suis pas très méditation, mais par exemple le chapitre sur la méditation qui était pas mal, où il y avait des paroles qui ont été très bien dites, comme n'en veux pas à la mer d'avoir des vagues, ne sois pas en colère contre le vent qui souffle, ne cède pas à la déception si les arbres poussent. Voilà ce qui apprend la méditation. Aime la vie. Et enfin quelques dernières pages qui m'ont beaucoup plu, donc 235, une petite référence au deuxième paragraphe. Donc, quelle que soit la voie que tu choisis, elle doit impliquer de te réconcilier avec toi-même, de faire la paix, de vivre ce que tu es, d'embrasser tes émotions, tes contradictions. N'aie pas honte de tout ça, hein, franchement. Ton hypersensibilité est ton levier. Et puis, il y avait un exercice aussi qui m'a plu, à la page 250. C'était celui-ci. Les conventions sociales t'ont appris à taire, à étouffer tes émotions. Il est temps de réapprendre à les exprimer. Ose dire que tu es énervé, que tu es ému, que tu es touché, mais dis-le comme la princesse, avec simplicité et délicatesse. Tout est autorisé. C'est après avoir lu le chapitre sur la princesse au petit pois. C'était sympa. Vous voyez, il fait souvent référence à des contes. Ce qui est bien en soi parce que ça vous donne des bons exemples assez clairs. Transformez votre hypersensibilité en atout, en une force et non pas non pas un défaut ou quelque chose qui vous manque. Et enfin, à la page 281, il y a une petite chose aussi, la dernière à vous dire. Donc ici,
À tout moment de ta vie, tu peux rectifier le tir en discernant puis en construisant ton espace de sécurité. Un environnement socio-émotionnel qui transforme ton hypersensibilité en force. Il peut s'agir de quelques amis avec lesquels tu te sens bien, de ton travail dans lequel tu t'épanouis, de tes enfants avec qui tu as développé une relation vraie, profonde, ou alors d'une pièce de ta maison où tu te sens bien, entouré d'objets que tu aimes, qui te parlent, t'apaisent. Construire ce contexte est un travail sur le long cours, mais cela en vaut la peine. Franchement, c'est vraiment un très bon livre. Je vous conseille vraiment. Après, si vous n'aimez vraiment pas du tout la philosophie, peut-être ça peut vous paraître un petit peu long par moment, mais à chaque fois il y a un rebondissement, donc à chaque fois il y a quelque chose qui vous attire plus que d'autres, même si vous n'êtes pas très fan de philosophie, vous avez quand même pas mal de psychologie ici, vous avez un peu de tout en fait, c'est super sympa à lire et j'ai vraiment adoré. J'ai peut-être donné un peu beaucoup de chapitres, etc. J'espère que ça n'a pas été trop long parce qu'on a encore 2 bouquins à en parler. Mais bon, je vais essayer d'être un petit peu plus brève sur les 2 restants. En même temps, c'est un sujet qui est assez intéressant, qui peut toucher pas mal de monde. Donc voilà, cette vidéo peut être longue. Vous pouvez faire des pauses, prendre votre petit thé, vous détendre, écouter, écouter revenir, arrêter. Voilà, donc on attend le prochain. Et puis, je vous en parlerai du prochain livre tout à l'heure. Donc j'ai terminé également le même livre, j'ai également terminé le livre du même auteur de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre, chez Flammarion Versilio. Voilà, donc ça c'est 2e fois que j'ai lu ce bouquin et 2e fois je l'ai tout autant apprécié. Franchement, je vous avoue, j'aime beaucoup. Celui-ci comporte 187 pages, sachant que je vous ai parlé que j'avais une vidéo dans laquelle j'ai déjà parlé de ce bouquin. Bon oui, cette vidéo elle existe, mais enfin je parle pas tellement de ce bouquin, donc c'est pour ça que j'ai décidé de développer un petit peu plus cette fois-ci. Bon, il s'est lu un petit peu plus difficilement que les 2 précédents, peut-être aussi par le fait d'en avoir beaucoup trop lu, ou par le fait que ce livre soit un peu plus, comment vous dire, centré sur la psychologie, non pas pour vraiment la psychologie, c'est sûr que c'est pour ça que je l'ai acheté, il est plus centré sur la méditation et la philosophie, c'est ça qui m'a un petit peu ralenti dans ma lecture, dans mon élan on va dire. Donc comme tout le monde, j'ai tendance à vouloir bien faire, tellement bien faire que je me place dans un état de tension extrême. Je me pose des défis et je suis pris d'une peur panique de ne pas parvenir à les relever. C'est complètement vrai, c'est ce qui est dit dans ce livre. Donc le livre est plus philosophe, comme je vous ai déjà dit, que les 2 premiers que je vous ai déjà présentés. Il y a énormément d'exemples historiques. Sur la couverture, on a la coccinelle. Vous verrez, c'est également un exemple que l'auteur a donné dans le livre lié avec sa vie. Donc, vous voyez, c'est cette petite coccinelle qui fait partie de l'une de ces histoires de ce bouquin, qui en fait partie de sa vie. C'est des petits détails qui font ce livre et il est très attentif à tout. L'auteur, il est vraiment très attentif. Le chapitre Cessez d'être sage, par exemple, dont la phrase m'a plu, page 47. Je vais encore faire quelques références. N'implique pas de nier ce que je suis pour atteindre une perfection qui n'existe pas, mais consiste à m'ouvrir à ce que je suis, imparfait comme je le suis, comme nous le sommes tous. Voilà, donc c'est tout à fait vrai. À la page 58, il y en a d'autres phrases qui m'ont touchée. Donc c'était la phrase au nom de cet idéal de calme, nous laissons l'absurdité prendre le dessus, les plaies s'envenimer, le malaise s'installer, les mensonges dominer. À force de nous censurer, de nous étouffer, nous devenons des cocottes minutes qui implosent dans un burn-out silencieux. Tout à fait vrai. Donc nous fuyons la crise alors que celle-ci est souvent porteuse de salutaires remises en question. Ouais. Donc vouloir être calme n'est jamais pouvoir être en paix. L'auteur parle beaucoup de la méditation, comment être apaisé, retrouver la paix intérieure grâce à cette pratique. Par exemple, on a un joli exemple à la page 66. La vraie paix est celle
que l'on découvre parfois au cœur même de l'angoisse. Ce n'est pas une paix isolée des émotions, des passions, d'une certaine insécurité. La paix ne découle pas d'un contrôle absolu de ce que l'on est, mais d'une transmutation des aléas de la réalité. Je donne souvent l'exemple d'un enfant malade, fiévreux, endolori. Il geint, sa mère vient à ses côtés et lui tient la main, elle l'aime. La souffrance de l'enfant ne disparaît pas, mais elle se transforme. Il a mal, mais il est aimé, soutenu. Son espace s'ouvre à autre chose que la maladie, une chose encore plus forte que cette maladie. La maladie reste là, certes, mais en même temps, elle est autre. Et il se sent désormais en sécurité. C'est vraiment pas mal, hein. Cessez de vouloir être parfait. Par exemple, le chapitre 105. En fait, à chaque fois, le livre est fait de cesser de faire ça, cesser de faire ça, ceci, cela, enfin. Ne soyez pas parfait. Soyez excellent. Être excellent, c'est être au sommet de son humanité et s'en réjouir, à la manière des athlètes participant aux premiers Jeux olympiques dans la Grèce ancienne. Leur enjeu était que le meilleur gagne. Les athlètes d'aujourd'hui sont, eux, dans une logique perfectionniste. Pour être pleinement satisfaits, il ne leur suffit pas de gagner, il leur faut battre un record. Je me souviens de la victoire de Usain Bolt au championnat d'athlétisme de Berlin en 2009. Il avait couru les 100 mètres de manière magique, devançant largement les autres concurrents. Mais le cri du commentateur était « Il l'a fait, 9,58 ». Ce qui comptait pour lui n'était pas la splendeur de l'action, ni le seul fait de gagner, mais à combien il avait gagné. Lors des derniers Jeux olympiques de l'été 2016, j'ai été frappée par les commentaires qui se concentraient quasi exclusivement sur le nombre de médailles remportées plutôt que sur la célébration de la beauté du geste. Ne soyez pas parfait, soyez ambitieux, acceptez les failles, les lacunes, les imperfections, mais faites de votre mieux à partir de ce que vous êtes, à partir de la réalité que vous avez en face de vous. Ne vous coupez pas de vous-même, ne vous coupez pas de la vie. Se foutre la paix ne consiste donc pas du tout à se négliger, mais à accepter la complexité et la nuance du monde. C'est accepter les intempéries qu'un perfectionniste vit comme une attaque. C'est arrêter de s'auto-évaluer et de s'auto-vérifier en permanence. C'est accepter de vivre et se réjouir de la vie, de s'enthousiasmer, de sortir de l'angoisse pour entrer dans la stimulation du faire de vivre. Se foutre la paix repose sur un geste de confiance, sur la capacité de rire de soi. Il existe un aspect extrême et effrayant du perfectionnisme, il se surnomme l'intégrisme. L'intégriste se torture, s'ampute, se détruit et détruit les autres pour vivre ce qu'il appelle sa foi d'une manière qu'il considère être absolument parfaite, du moins selon ses propres critères. Cependant, quoi qu'il fasse, aussi loin qu'il aille, il n'est jamais assez rassuré et donc il doit donc augmenter inlassablement ses exigences, mais ça ne va jamais, ça n'est jamais assez. Plus il franchit un palier, moins il va bien, et plus il doit poursuivre sa folle surenchère sans jamais en tirer le moindre contentement. Voilà la logique la plus démente du souci de perfection. Ce cas extrême éclaire pourquoi le perfectionnisme ne sera jamais parfait à ses propres yeux. Il ne peut donc que passer son existence à se torturer en vain. Vous voyez, c'est vraiment... C'est très intéressant. Ne prenez pas ce chemin, faites la paix avec vos désarrois et les intempéries. Dans les séminaires de méditation que je dirige, l'un des aspects les plus importants consiste pour moi à révéler à chaque participant que ce qui le gêne lui fait peur, ce qu'il aimerait gommer de sa personne, et pourtant sa chance. Voilà. Il dit vraiment des choses très intéressantes, très intelligentes, très apaisantes, qui vous bouleversent, mais qui vous font positiver. Par exemple, ici, pareil, on passe au chapitre cesser de chercher à tout comprendre, ce que je fais assez régulièrement. Donc, méfions-nous de notre volonté de tout comprendre. Elle nous égare. Dois-je changer de métier ou d'entreprise ou de cadre de vie, ceci ayant révélé les effets nocifs qu'ils ont sur ma propre vie? Voilà des questions réelles dans lesquelles nous nous perdons souvent en conjecture, en calcul, en hésitation. Pesons inlassablement le pour et le contre, nous laissons filer les mois, puis les années reprenant nos calculs et nous terrifiant parce que la colonne du contre n'est jamais vierge. Finalement, nous restons sur place à nous morfondre et à regretter, à si seulement j'avais. Nous traînons les regrets qui s'accumulent, les douleurs qui s'incrustent et les si seulement nous entreprenons des thérapies pour essayer de comprendre en espérant que la compréhension sera
libératrice. Nous comprenons beaucoup de choses, mais cela ne nous permet pas de changer. Combien de personnes sont capables de vous expliquer pendant des heures tous leurs problèmes, les situations de leurs parents, les blessures qu'ils ont vécues. Résultat, elles sont juste encore plus enfermées en elles-mêmes qu'avant. Oui, donc arrêtez de ressasser, avancer au lieu de s'attarder sur son passé ou rêver de son futur. C'est ce qui est conseillé. Comme souvent, hein. Comme souvent, il a donc fallu qu'on m'y autorise. On ne peut être qu'une tierce voix, un thérapeute, un confident, quelqu'un qui nous donne cette permission, qui nous soutient ou nous aime profondément. J'ai donc lâché la corde pourrie à laquelle je me raccrochais. J'ai sauté, croyant aller dans le vide alors qu'en réalité je fonçais enfin vers la vie. Je me suis peu à peu foutu la paix, c'est-à-dire que j'ai accepté de rester avec mes douleurs, mes interrogations, sans chercher de solution, en acceptant l'épreuve. J'ai appris à coïncider avec la réalité, telle qu'elle est pour moi à ce moment donné. J'ai accepté l'incertitude. C'est bien dit quand même, parce qu'à chaque fois on bataille, et cette bataille nous amène à rien. Et la vie, ce n'est pas la guerre, c'est pas la bataille. À la page 113, il y a aussi des choses intéressantes. Oui, c'est vrai que je vous donne pas mal de références, mais enfin. Car on cesse alors de questionner, de découvrir, d'avancer. On détient l'équation magique, on se protège derrière la théorie, on s'y accroche. Et on passe à côté de la réalité telle qu'elle s'incarne, telle qu'elle se vit. Avoir tout compris est un piège redoutable. Redoutable parce que la clarté est bien sûr nécessaire, mais à un moment, elle nous emprisonne. Notre existence n'est pas une équation mathématique. Ne pas s'acharner à tout comprendre est la seule manière d'être vraiment fidèle à ce que signifie l'existence humaine. Le seul moyen de rendre à la réalité son souffle, son rythme, sa mesure salutaire. Pour peu que nous abandonnions le souci de tout comprendre, une deuxième force se révèle à nous, l'intuition. Ce n'est pas la moindre importante, hein. La moins importante. Se foutre la paix, c'est se jeter à l'eau pour s'ouvrir à des possibles qui me rendront eux-mêmes encore plus créatifs. C'est sortir des schémas, accepter de ne pas savoir, de ne pas contrôler. C'est difficile, hein. C'est pas toujours facile pour quelqu'un qui aime tout contrôler. Par exemple, moi, j'adore contrôler. C'est comme ça, ma vie, je contrôle tout. À la fois, je suis spontanée, donc bon. Cessez de vous torturer aussi, très très bien écrit. Par exemple, devenez votre meilleur ami. Quelle conne je suis, c'était il y a quelques années dans le métro. Mais c'est tout le temps une femme qui plongeait dans ses pensées, venait de manquer sa station, s'est exclamé à haute voix ce que nous nous murmurons à longueur de la journée. À la manière d'un mantra avec des variantes. Ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas à la hauteur, je suis nul, je ne suis pas fichu d'eux, et j'en passe. Nous sommes notre pire juge. Une petite voix insidieuse en nous, dont nous nous rendons même plus compte, commence en permanence chacune de nos actions, chacune de nos pensées, avec une sévérité dont nous serions incapables envers n'importe quelle autre personne. Voyez-vous, c'est pas possible de se jeter des pierres comme ça à soi-même. Enfin bon, il faut s'aimer, quoi. C'est moi qui dis, hein, je suis la première à le faire. Nous sommes persuadés que les progrès ne peuvent s'effectuer qu'en maintenant l'attention. Grave erreur. Des méthodes pédagogiques moins violentes ont prouvé que lorsqu'on aide un enfant à mener en valeur les qualités qu'il possède, il va se détendre et trouver les ressources en lui pour mieux faire. À force de nous critiquer sans jamais oser nous féliciter, nous nous dénigrons. Nous finissons par nous convaincre réellement de notre incapacité. Nous étouffons la langue qui est en nous. Montaigne a raison, dire moins de soi qu'il y en a, c'est sottise, non modestie. Et enfin, à la page 151, pour la dernière des choses que je voulais vous dire, de se laisser être. Quand un ami commet une gaffe, on le lui dit sans avoir besoin de le cogner, ni de l'assommer, ni de lui répéter 10 fois de suite que cette gaffe était magistrale, fatale. On discute avec lui de la manière de la réparer, des moyens qu'il pourrait mettre en œuvre pour s'améliorer et ne pas récidiver. On ne le culpabilise pas jusqu'à la fin de ses jours pour cette erreur. On ne lui répète pas « tu aurais dû ».
On le félicite quand il le mérite, on l'apaise quand il s'est violenté, on l'aide à guérir ce qui est blessé en lui. On ne lui reproche pas en permanence ses défauts. Au fond, on l'apprécie avec ses défauts, voire à cause d'eux. Telle est l'attitude que nous devons avoir envers nous-mêmes quand nous devenons notre meilleur ami. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... Donc c'est un très très bon livre qui invite à réfléchir sur le comportement envers soi-même, à l'appréciation de soi-même. Beaucoup de philosophie et de paroles sur la méditation, mais aussi de psychologie bienveillante et positive. Je recommande vraiment, même en relecture, car à chaque moment de difficulté dans votre vie, ce livre vous permettra d'avancer et de positiver. Si vous le relisez, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Je l'ai gardé et je l'ai relou, 4 ans passés, et je l'aime tout aussi bien et j'ai trouvé autres paroles qui m'ont touché plus qu'avant par exemple. À chaque relecture, vous voyez des choses différentes que vous soutient plus aux yeux qu'une dernière fois par exemple. Cela dépend encore une fois de votre état au moment de lecture. Et il faut savoir que vous y trouverez souvent les réponses à vos questions. Et l'apaisement est sûr. Franchement, je ne fais que recommander ce livre. Il est très très bien écrit, même si par moments vous êtes un peu blasé par la philosophie ou la méditation, si vous n'en faites pas ou si vous n'aimez pas, ce qui m'est arrivé un peu. Mais enfin, en soi, franchement, très très bien écrit, très positif, je recommande vraiment. Bon voilà, je vais vous parler de ce livre-là, Le courage d'être soi de Jacques Salomé. Je vous avoue qu'après les livres de Fabrice Midal, celui-ci n'est pas très, comment dire, je suis pas très accro, enfin même pas du tout. C'est pas du tout le style de livre que je m'attendais à voir. Je préfère les livres bienveillants de auteur Midal, ça me plaît plus. Donc ce livre, je vais vous dire un peu ce que je pense. Déjà, il y a des petites phrases qui m'ont marqué, donc comme par exemple, toute démarche spirituelle ouvre d'abord à la purification et au dépouillement, invite au carême du cœur et au jeûne de l'âme. C'est assez joli maudit. Ensuite, bon, dès le départ, on est mis dans le bain de livres assez poétiques et spirituels. C'est ça que d'ailleurs qui m'a un petit peu gênée. Le livre est écrit assez dense, vous voyez, mais bon, ça se lit assez vite quand même. Je l'ai survolé un peu. Il y a des moments où je voulais pas lire, donc je survolais. Donc ça a été assez rapide, hein, franchement. Il est fait un peu dans le style des petites nouvelles. Donc le livre parle essentiellement en se basant sur les exemples de la vie de l'auteur. Se lit un peu comme des nouvelles, commençant dès le plus jeune âge de l'auteur, de son enfance par exemple, et allant jusqu'à son âge adulte, mais bon, pas trop loin non plus. Parfois, on a l'impression d'être dans un dictionnaire qui nous donne des définitions de tel ou tel état, ou nous apprenant un certain vocabulaire, ce qui est par moments gênant, parce que bon, c'est pas vraiment un vocabulaire c'est pas vraiment un dictionnaire que je voulais lire, mais plutôt quelque chose qui soit basé sur la psychologie. Bon là, c'était un peu trop, pas vraiment ce que je m'attendais à lire. Donc je vais vous donner encore quelques références comme j'ai l'habitude de faire. Donc à la page 45, la composante instabilité des humeurs ou des comportements. Par exemple, il donne ici, c'est un exemple comme si c'était un dictionnaire, vous voyez. Elle se reconnaît à la variabilité cyclique des émotions et des sentiments pouvant entraîner l'apparition de comportements irrationnels et imprévisibles, sans commune mesure avec les situations vécues. Ce qui caractérise cette composante, c'est l'alternative de phase d'excitabilité, fausse joyeuseté ou gaieté excessive, agitation logorée, et de phases de découragement, d'abattement, de déprime et de non-confiance en soi ou de doute et de confusion. La dominante fondée sur une alternance imprévisible des phases d'excitation et de dépression semble souvent quasi indépendante des stimulations extérieures. La forme pathologique en sera la maniaco-dépression pouvant aller jusqu'au délire avec une production d'actes et de conduites inadaptés qui inquiètent et culpabilisent l'entourage. Elle peut conduire à des suicides, à des dépressions ou à des dépressions profondes. Après, il y a des raisonnements intéressants à la page 53. En effet, il n'est pas possible de rendre une souffrance, c'est ce qui concerne violence, blessure et souffrance,
En effet, il n'est pas possible de rendre une souffrance, car la souffrance, c'est ce que nous ressentons. Nous sommes seuls à la produire ou à l'entretenir en nous. C'est bien celui qui souffre qui produit sa souffrance à l'intérieur de lui, même si elle est générée par une violence reçue de l'extérieur qui elle, l'a blessé. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ou fait quelque chose que nous blesse qu'il devient pour autant la cause de notre blessure. La succession temporelle des faits n'établit pas ipso facto une relation directe de cause à effet entre eux, car ce n'est pas à proprement parler ce que l'autre dit ou fait que nous blesse ou nous déstabilise. C'est ce qu'il touche de sensible, de déjà meurtri en nous, ce qu'il réveille ou réactive d'une blessure ancienne, déjà en place depuis longtemps et qui devient insupportable. C'est pour le fait de souffrance, violence. La souffrance que vous avez eue, par exemple, dans votre enfance, vous la rendez comme une violence, puisque la souffrance, vous ne pouvez pas la rendre. C'est un état d'âme, hein, c'est le sens que vous avez acquis avec le temps en souffrant, alors que la violence, c'est quelque chose que vous pouvez donner, donc c'est même pas la qualité, c'est comment dire, c'est un cadeau empoisonné quelque part, hein, puisque vous violentez la personne qui forcément ne se rend compte de rien en fait, parce que des fois dans l'enfance on est obligé à subir certaines certaines violences, par exemple verbales ou autres, physiques, psychiques, enfin, et que parfois, par exemple, quand c'est verbal, par exemple, quand c'est les parents qui parlent pas tout à fait bien, c'est-à-dire qu'ils sont pas tout à fait bienveillants, ils font pas forcément attention à ce qu'ils disent, et que ça les blessera pas en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, vous pouvez retenir ça pour longtemps, et en fait, vous devenez un peu violent et agressif et toujours sur votre défensif contre la souffrance que vous avez eue dans votre enfance. En fait, ce livre, elle a beaucoup d'exemples liés avec l'enfance, avec la naissance, c'est énorme. Donc commencez par ne pas vous en vouloir à vous-même. Ça aussi c'est bien dit par Gotthold Ephraim Lessing. Je ne sais pas qui c'est, hein. Il faudra voir. Donc tous nos mots, ou plutôt la plupart, viennent de notre enfance, que je viens de dire. Certaines phrases, paroles dites par nos parents nous suivent toute la vie alors que ce n'est pas notre raisonnement et restent malgré tout en tête. Donc par exemple certaines phrases que, par exemple, il y a des femmes qui sont divorcées et qu'après elles détestent tous les hommes et ils inculquent ça à leurs enfants, par exemple aux filles, et puis les filles elles commencent à détester à leur tour tous les hommes alors que elles n'ont pas eu cette mauvaise expérience que leur mère n'a pas forcément, et c'est pas sûr qu'elles vont en avoir, mais sachant qu'elles sont déjà programmées pour en avoir une mauvaise expérience, au moins une, donc elles détestent d'avance les hommes avant d'en avoir cette mauvaise expérience. Donc voilà, c'est ce programme que inconsciemment les parents peuvent donner à leurs enfants à cause de leur souffrance. Ça aussi c'est assez important. Par exemple, à la page 73, j'ai vu, je ne sais pas si je ne vais pas me répéter. Par exemple, cette phrase, ça aussi c'est bien, parce qu'en fait, ils vous disent les lettres après que vous pouvez écrire à vous-même, ou bien en tant qu'enfant, ou bien en tant qu'adulte, ou encore adulte écrit en tant qu'enfant, hein, à sa mère, qu'elle se libère de la phrase, par exemple, dite par sa mère qu'elle a traîné pendant toutes ces années, alors que finalement elle-même raisonne pas de la même manière. Donc c'est ce que je vous ai dit comme exemple tout à l'heure. Et donc là, par exemple, il y a des lettres écrites à soi-même ou promettant quelque chose. C'est très instructif et très utile. Par exemple, c'est sur cette page-là, et puis il y en a sur la page 76 aussi. Par exemple, cette phrase qui me dictait de penser très tôt, avant même que je puisse me faire ma propre idée, que tous les hommes étaient des salauds, je la remets chez toi. Pour des raisons qui t'appartiennent et quelle qu'en soit l'origine, tu as choisi ou accepté d'en faire ta devise. Mais c'est bien ton regard à toi sur les hommes.
J'ai accepté jusque-là d'être porteuse de cette croyance et je me sens bien responsable à mon niveau de ce choix. Aujourd'hui, je prends aussi conscience à quel point je m'encombre dans ma vie de femme avec cette phrase. Je réalise à quel point ma vision de relation amoureuse a pu être imprégnée par tes propos. Je ne me reconnais plus dans cette décision d'être ton alliée secrète en étant un relais qui colporte cette croyance. Je ne souhaite plus garder ce message en moi que je ne ressens pas bon pour moi. Je ne souhaite pas transmettre à ma fille ce regard sur les hommes, mais un héritage plus positif, plus porteur de vie. C'est bien ton regard à toi sur les hommes et je ne le fais plus mien et je te le rends. Vous voyez, c'est en quelque sorte une libération de ce qui était inculqué en quelque sorte dans la vie de cet enfant devenu adulte et ça la gêne en fait, cette phrase, alors que rien à voir avec elle. C'est sa mère qui a été blessée, mais pas elle. Ou alors ici aussi, dans cet engagement, par exemple, vous pouvez vous faire un engagement envers vous-même. Donc je m'engage aujourd'hui avec ce que je suis envers toi, avec ce que tu es. Et j'engage aussi dans cette aventure relationnelle une partie de moi en devenir et que j'ignore encore envers une partie de toi en devenir et que tu ignores toi aussi. Je m'engage dans la durée avec une part d'inconnu de moi et une part d'inconnu de toi, c'est-à-dire sans connaître encore l'homme ou la femme que je serai, ni celui ou celle que tu deviendras toi-même. Ça aussi, c'est sympa. Bon, après, je ne vais pas vous lire toutes les lettres. Par exemple, voilà, vous pouvez vous libérer de certaines angoisses, de certains ancrages dans votre cerveau ou votre cœur par des lettres écrites à soi-même, quitte à ne les lire à personne, mais à soi-même, lire et relire, de les réécrire. Je pense que ça permet d'avoir une petite libération en nous qui se forme grâce à comment vous dire, grâce à cette écriture, à ce que vous posez sur le papier. Donc responsabilité à la page 82 aussi, qui était pas mal. C'est des petits chapitres, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Donc ici, ce que j'ai vu, je sors de la responsabilisation et donc de l'accusation pour entrer dans la responsabilité quand je me déclare partie prenante de ce qui m'arrive, de ce que je vis. Quand je me situe face à mes actes et à leurs conséquences. Se responsabiliser, c'est être conscient par soi-même, en prise directe avec un système de valeurs, de l'impact d'un acte, d'une parole, d'une conduite. Ça aussi, c'est ce qu'il dit aussi ici, c'est que du moment que vous êtes né, c'est vous qui vous rendez responsable de votre vie et personne d'autre n'en est responsable. Il ne faut pas accuser tout le monde autour de vous, ni vous-même non plus. Il faut juste savoir vivre et en quelque sorte aussi analyser comment vous vivez, je pense. Le vocabulaire est assez complexe et compliqué pour moi en tout cas parce qu'il y avait beaucoup de mots franchement que je ne connais pas. Donc c'était un peu compliqué. Du coup, comme vous savez bien, je mène mon petit cahier là, j'écris ici à chaque fois les mots des livres que je commence à lire et puis ça me fait un cahier de vocabulaire que je vais feuilleter de temps à autre. Donc le livre tourne beaucoup autour de naissance et enfance, comme je l'ai déjà dit. C'est assez... par moments, c'est assez pessimiste parce que ça vous plonge complètement dans la réalité un peu négative. Mais des fois, il y a des rebondissements pour vous remonter un peu le moral. Mais franchement, bon, je sais pas. Il y a des choses qui m'ont pas plu, m'ont déplu même. À la page 123, j'ai aussi remarqué des phrases parce qu'il y a des phrases que je recopie dans mon book journal en fait. Par exemple, ma vie est parfois parsemée d'émotions scintillantes comme le miroir d'un lac de montagne. Elle est aussi d'autres fois encombrée et obscurcie d'émotions multiples comme la voie lactée dans un ciel d'été, à la fois lumineuse et opaque. C'est très beau, je trouve. Ensuite, c'est très poétique et joli en parlant d'émotions. Donc voilà, c'est des émotions intenses de ma vie. Les chapitres d'émotions, par contre, m'ont pas mal plu. Donc, l'auteur parle également des méthodes ESPER. C'est une méthode ESPER, toute en lettres majuscules. Donc, énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle, ainsi que de systèmes SAP. SAP, ça veut dire donc sourd, aveugle, pervers, pernicieux, énergétivore. Donc, il présente les tableaux qui permettent de poser quelques repères pour montrer le passage du système SAP et la méthode ESPER et propose
des manières de voir la spirale du changement individuel. C'est à la page 192 qu'on va retrouver ça. C'est le tableau qui est pas mal fait. Ça, je trouve que c'est assez utile quand même. Donc ici, par exemple, vous avez ça, c'est la spirale du changement qu'il faudra lire. Le système SAP à la méthode ESPER, quelques repères de base. Par exemple, pratique habituelle du système SAP. Donc, parler sur l'autre, parler à l'autre. Je parle de moi, j'utilise le je. Rester dans le on et dans les généralités, personnaliser l'échange, je témoigne, je m'implique. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui sont conseillées. Donc, se laisser définir, se positionner, s'affirmer. J'ose me différencier, tel ou tel que je suis. Donc, voilà, des choses un peu... par exemple, cultiver la victimisation et l'aide assistana ou l'accusation, c'est possibilité de faire autrement. Donc, se responsabiliser dans ses propres actes et ses engagements, ou moyen de se donner, je prends conscience que je suis co-auteur de toutes mes relations. Ensuite, on va retrouver à la page 194 aussi la charte de bien-être avec soi-même ou comment accepter d'être un meilleur compagnon pour soi-même. Aussi, cette charte est très intéressante à lire. Par exemple, le premier, je peux découvrir à tout âge que je suis partie prenante à équateur de tout ce que m'arrive. J'aimais beaucoup aussi le 6, en osant des demandes directes et ouvertes, j'accepte aussi de ne pas contrôler la réponse de l'autre. Je prends donc le risque et la liberté d'accueillir cette réponse, qu'elle soit positive ou négative. C'est bien dit. Et enfin, il y a une phrase aussi ici qui m'a plu beaucoup. Donc, la pire des solitudes n'est pas d'être seul, mais d'être un compagnon épouvantable pour soi-même. C'est vraiment ça, parce que c'est ce qu'on apprend en fait dans les livres précédents de, par exemple, Fabrice Midal, c'est qu'il faut être ami de soi-même déjà. C'est là où foutez-vous la paix, je crois que c'était dans ce livre-là, et commencer à vivre. C'est là qu'il disait qu'il faut être ami à soi-même et non pas ennemi, comme vous voyez ici. Donc c'est un peu, en quelque sorte, répétitif, mais c'est aussi rassurant puisque c'est peut-être ce qu'il faut faire finalement. Donc accueillir la vie aussi, à cette page-là aussi, c'était bien. Accueillir la vie, la valoriser, l'amplifier et la répandre à notre tour. Tel peut être le sens de notre passage sur la terre. Ainsi pourrions-nous renoncer à beaucoup de lettres, à beaucoup de leurres, à beaucoup de mythologie autour de l'amour. Nous pourrions, apprenant à nous aimer, élargir nos relations en termes d'écologie relationnelle. Nous recevons des cadeaux de vie si nous savons les accueillir, mais nous pouvons aussi en offrir, en répandre, en créer. Chacun pourrait s'interroger le soir avant de s'endormir. Quel cadeau de vie ai-je pu offrir aujourd'hui? Quelle parole, quel regard, quel sourire, quel geste, quelle acceptation, quelle confirmation ai-je offert, ai-je reçu, ai-je révélé? Voilà, c'est assez intéressant, prendre la vie comme un cadeau. Et puis enfin, le dernier chapitre qui m'a plu, donc c'est celui-ci, il y a un espoir du divin qui se met en chacun de nous. Donc ici, par exemple, dans le message de la plupart des sages, et en particulier dans celui de Bouddha, tel qu'il nous est parvenu, une invitation personnelle est adressée à chacun. C'est de dépasser le monde des apparences pour accéder au sens profond de toute existence, à savoir le respect de la vie sous toutes ses formes. C'est l'actualité urgente de ce message qui me paraît utile de rappeler en cette fin de siècle et à l'aube du 3e millénaire. Voilà, donc tout est dit, enfin, c'est très philosophique, encore une fois c'est assez poétique, c'est par moments un petit peu lourd, mais des fois, bon, après ça se lit assez vite, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ce que j'attendais de ce livre, j'attendais quelque chose d'un peu plus cool, j'ai envie de vous dire. Là c'était un petit peu sur, oui, les exemples de sa vie, les exemples des vies des autres, il y avait souvent des phrases des gens qui disaient quelque chose et puis ensuite vous aviez l'analyse. Et par moments, l'analyse, elle était un peu lourde et les phrases il y en avait un peu trop pour moi. Bon, après, ce n'est que mon avis, hein. Je ne suis pas là en train de vous obliger de lire ou de ne pas lire ce bouquin, c'est à vous de voir. En tout cas, moi, je n'étais pas très emballée. Donc, je vais le vendre. Je vais le vendre sur mon Vinted ou le Bon Coin. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y faire un tour. Normalement, les liens sont en barre d'infos. Je crois que c'est mon Vinted qui est en barre d'infos de ma chaîne. Voilà.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que ça vous a quelque part soulagé dans vos pensées, ça vous a redonné la force pour continuer à penser positivement et sans négativité et avancer dans votre vie sans en faire quelque chose de dramatique. S'il y a des choses qui sont peut-être pas si dramatiques que ça, qu'on peut améliorer. Bien évidemment, il y a des drames dans chaque vie, c'est tout à fait normal, mais peut-être que ces livres pourront vous aider à les surmonter. Même quelque peu vous soulager dans vos pensées et puis dans votre cœur, donc de rester plus ou moins zen grâce à cette lecture bienveillante et très sympathique. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!